Deuxième table ronde pour ces JTSE en ligne 2020 qui se déroule cette année sur notre plateau en direct du hall Haussmann à la Plaine Saint-Denis, là où les JTSE auraient dû se tenir cette année si nous n'avions pas été dans les circonstances que nous connaissons. Sujet donc de cette table ronde, le tracking, qui est un domaine transversal qui touche aussi bien le son que la machinerie, que la lumière. Pour parler de cet élément en plein boom, j'ai invité 3 personnes, Paul Callès, Vincent Bouquet, Mathieu Delchini, que je vais laisser se présenter. Paul, je t'en prie. Bonjour à tous. Donc, Paul Callès, moi j'ai découvert le milieu de la scène il y a 5 ans, notamment grâce au festival Rock and Solex où je faisais la direction technique. Et en fait, c'est suite à un projet étudiant à la fin de mes études qu'on a monté donc, depuis 2 ans et demi, avec 2 autres associés, Olivier et Nathan, la société Nowstage, où en fait on s'est spécialisé aujourd'hui dans le tracking pour la scène et les métiers audiovisuels dédiés à la scène. Mathieu, pour le son ? Bonjour à tous, merci à l'AS pour l'invitation. Donc moi je m'appelle Mathieu Delchini, je travaille pour une société qui s'appelle DNB Audio Technique, qui est fournisseur de solutions de sonorisation professionnelle. On est une équipe, je fais partie d'un département qui s'appelle Education Application Support. C'est une équipe à l'international qui s'occupe de la formation et du support. On est plusieurs dizaines à travers le monde, dont 3 Français, et je coordonne l'équipe France pour tous les aspects de formation et de support technique. Vincent ? Bonjour à tous, Vincent Bouquet. Moi, je suis le chef de produit pour Robé Lighting, Robé en France. On est un fabricant de projecteurs principalement motorisés, et ce depuis 25 ans. Et mon rôle à moi, c'est d'assurer le lien technique entre nos ingénieurs en République tchèque et nos utilisateurs et notre équipe en France, ainsi que d'assurer un support technique à ces mêmes utilisateurs. Alors pour commencer, le tracking, Paul, tu peux sans doute nous en dire un petit peu plus ? Alors, en fait, le tracking, c'est une technique donc, de suivi. L'objectif du tracking, c'est de récupérer la position 3D et tout ça en temps réel d'humains ou d'objets pour pouvoir déclencher, faire interagir, synchroniser des effets de lumière, de son, de vidéo, de captation, à peu près pour tous les métiers audiovisuels. Et il y a pas, on ne récupère pas uniquement la position 3D, on peut également récupérer la vitesse d'un humain, son accélération, son orientation et évidemment sa rotation, etc. C'est vraiment un outil en fait, scénographique pour tous les métiers. Aujourd'hui, il existe donc des solutions de tracking manuel qui sont aujourd'hui quand même très démocratisées. Donc on a la poursuite classique et 2 autres techniques qui sont plus récentes, la poursuite déportée et le tracking sur écran. Je laisserai Vincent tout à l'heure expliquer tout ce qui concerne la poursuite déportée. Depuis quelques années, on a aussi vu apparaître des systèmes de tracking automatisés où en fait on n'a plus besoin d'opérateurs pour traquer, de récupérer ces positions 3D. Donc ces systèmes de tracking automatisés, il y a 2 technologies aujourd'hui qui existent sur le marché. Elles se basent sur le même concept, c'est le principe d'émetteur-récepteur, c'est-à-dire que si l'on veut suivre, traquer un humain, on doit l'équiper de capteurs ou de boîtiers. Donc, les 2 technologies, c'est les capteurs infrarouges ou des boîtiers, des tags radiofréquences. Et donc, une fois qu'on a équipé les humains que l'on souhaite suivre avec ces capteurs, on va en fait les détecter grâce à des récepteurs qu'on va accrocher sur le pourtour de la scène. Et donc ces récepteurs, c'est pour l'infrarouge des caméras qui sont sensibles à l'infrarouge et pour les tags radiofréquences des antennes. Et donc c'est un système qui fonctionne par triangulation, c'est-à-dire qu'on va récupérer les données dans l'espace réel.
Chez NaoStage, en fait, on a fait le constat que ces systèmes de tracking automatisé étaient assez finalement contraignants pour les performeurs dans certaines applications, pour les performeurs sur scène, qu'il y avait quand même beaucoup de matériel à installer sur scène. Et donc notre idée, c'était de développer un système 100% automatisé, de tracking 100% automatisé, et beaconless. Alors beaconless, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de beacon, de capteurs, on a besoin d'aucun équipement sur les humains ou les objets qu'on veut suivre. Donc le principe, en fait, il est simple, c'est un peu le principe de la Kinect, la barre qu'on a pour les jeux vidéo. Donc c'est un grand capteur qu'on accroche au-dessus de la scène et qui va scanner en 3D et en temps réel l'espace scénique. Et ensuite, grâce à ces données de captation, on va pouvoir, grâce à un logiciel de traitement, détecter, traquer et identifier les humains, les objets sur scène. Donc c'est un système qui va être très rapide, très simple à installer et qui est assez précis puisqu'on a une précision de l'ordre de quelques centimètres. Alors, pour aller un peu plus loin sur cette technologie, en fait, on utilise donc de la vision par ordinateur. C'est-à-dire que dans ce capteur, on a en fait des couples de caméras dans différents spectres électromagnétiques. Donc on a de la caméra classique, qu'on dit caméra visible, la caméra infrarouge proche et de la caméra thermique qui fonctionne en stéréovision, ce qui nous permet en fait d'avoir cette notion d'espace 3D. Une fois qu'on a installé, qu'on a accroché ce capteur, on a une petite étape de paramétrage, de calibration qui consiste en fait à faire le lien entre le référentiel du capteur et le référentiel de l'espace réel. Et la grosse innovation qu'on apporte aujourd'hui dans notre outil, c'est le système de traitement, puisque c'est un système qui fonctionne, donc c'est complètement du deep learning, ça veut dire que c'est un système qu'on a entraîné à détecter, à traquer des humains ou des objets. Donc c'est un système qu'aujourd'hui on entraîne depuis maintenant 1 an et demi et qu'on va continuer à entraîner. Donc plus on va l'entraîner, plus il sera performant, plus il arrivera à détecter les personnes que l'on souhaite suivre sur scène. Donc là, par exemple, vous pouvez voir sur cette vidéo, donc ça c'est un concert, c'est le concert de Voyou qu'on a fait cet automne au Stérolux. Donc vous pouvez voir en bas donc, en fait, les caméras qui sont situées dans le capteur. Donc le capteur est accroché au-dessus de la scène et donc voilà, qui vont capter l'ensemble de la scène. Et puis on peut voir que du coup, il y avait quatre musiciens sur scène et ces musiciens sont suivis. Et donc, c'est les cibles de couleurs qu'on peut voir. L'application sur ce show-là, c'était de faire tout simplement de la poursuite lumière, donc avec, là, comme vous pouvez voir, une machine sur le chanteur lead. Et donc, là, le chanteur n'a vraiment aucun équipement sur lui pour être suivi. Ça, c'est voilà, une petite vidéo de démo qu'on a réalisée à Rennes. Donc pareil, même principe, même application, la lumière, faire de la poursuite, faire suivre un ensemble de projecteurs vers des personnes. Et on a fait également une autre installation, donc là pour une autre application, Mathieu va en parler, on a installé à Rennes également un système donc DNB de diffusion spatialisée et où on utilisait le tracking. Et puis je vais laisser Mathieu qui en parlera certainement mieux que moi. Hop. Donc oui Mathieu, le tracking son, là on voit un certain nombre d'enceintes de marque DNB probablement. À quoi ça peut servir et comment ça fonctionne ? Oui, tout à fait. Je voulais commencer par effectivement se poser la question, c'est quel est l'intérêt en fait au niveau du son, puisqu'on l'a vu là, ça, visiblement au niveau de l'image. Au niveau du son, ça sera plus difficile de vous le faire écouter malheureusement à distance, mais je vais essayer de vous donner, j'ai préparé quelques visuels pour vous expliquer un petit peu l'intérêt que ça pouvait avoir. J'ai eu la chance moi de participer à plusieurs spectacles, parce que ça reste une technologie qui est assez peu encore utilisée malheureusement, mais malgré qu'elle existe quand même. Alors il y a eu beaucoup d'évolutions, notamment les dernières technologies avec NaoStage, comme Paul vient de l'expliquer, mais certaines technologies basées sur la radio, notamment sur la technologie Ubisense par exemple, est utilisée depuis un peu plus de 10 ans. Moi j'ai eu l'occasion, la chance de participer sur une comédie musicale à Vienne, par exemple, une des premières fois, c'était avec une matrice Timax qui permet d'avoir du calage temporel dynamique, comme je vais l'expliquer, et qui utilisait donc Timax ont leur propre système de tracking qui s'appuie sur cette technologie radio comme ZagTrack d'Ubisense.
Et puis après, plus récemment, il y a 2 ans, j'ai eu l'occasion aussi de travailler sur une autre comédie musicale, où c'était cette fois-ci un système de TTA Stage Tracker, qui est un autre système qui fonctionne aussi par base de radio. Voilà, donc bon, ils ont tous en plusieurs points communs. Évidemment, l'idée, c'est de récupérer les positions d'objets, d'acteurs, de musiciens, comme l'a expliqué Paul. Nous, on utilise l'OSC en particulier, on y reviendra un petit peu plus tard. En fait, cette technologie, elle s'appuie donc chez DNB sur une matrice de traitement de DSP, de traitement audio, qu'on appelle le DS100. Donc voilà à quoi ça ressemble. Hein. C'est un appareil en rack qui n'a pas d'entrée, pas de sortie. Encore une fois, ça se télécommande et ça s'interconnecte avec les autres appareils, dont les systèmes de tracking par le moyen d'un réseau. Cette matrice, en fait, elle permet de réaliser différentes choses, et notamment des cross-points, comme on va le voir tout à l'heure. Donc à quoi peut bien servir le tracking temps réel sur une application audio ? En fait, ça peut servir principalement, d'après ce que j'ai pu observer, à 3 choses. La première fonction, ça va être ce qu'on appelle la localisation des sources, c'est-à-dire qu'on cherche simplement à entendre, à percevoir avec nos oreilles, si on ferme les yeux, à entendre les objets sonores, donc les sources sonores, à l'endroit où elles devraient être. Par exemple, moi qui parle à l'endroit où je suis, ou ça pourrait être un pupitre de violon dans un orchestre de musique classique, ou un autre exemple de localisation, ça pourrait être par exemple un micro HF qui se promène pour une conférence ou avec des questions-réponses, et on veut localiser la personne qui pose la question au milieu de la zone d'audience, par exemple, on pourrait la localiser au niveau du son, et ça aiderait à savoir qui parle dans l'audience, par exemple. Donc ça, c'est un principe qui ne nécessite pas d'écriture, c'est assez simple à improviser, puisque il n'y a pas de questionnement à avoir, on veut simplement entendre les objets sonores, les sources sonores, à l'endroit où elles sont. Il y a peut-être une autre application qu'on pourrait appeler la spatialisation interactive, où là on cherche plus à faire de l'effet, un peu comme on verra des exemples de mapping vidéo, mais on pourrait imaginer, je ne sais pas, d'avoir par exemple en théâtre, quelqu'un qui joue virtuellement avec un objet qui n'existe pas, et ses mouvements de son corps peuvent intervenir sur la matière sonore, ou pourquoi pas jongler avec des objets sonores qui se déplacent dans l'espace. Et du coup, ça pourrait être intéressant d'utiliser le système de tracking pour déclencher des trajectoires ou des mouvements d'autres sons qui ne sont pas forcément corrélés avec la source visuelle. Et ensuite, c'est sans doute d'ailleurs celle qui a le plus d'intérêt, c'est l'alignement temporel de la diffusion sur les sources, puisqu'on va voir que en fait, le tracking permet aussi de faire quelque chose qui serait beaucoup plus difficilement réalisable à la main, qui est d'aligner tous les haut-parleurs qui constituent une diffusion sonore temporellement entre elles sur la position de la source. Je reviens peut-être un petit peu pour ceux qui sont moins du domaine du son et du calage de système. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, la matrice, si on l'utilise à la main, cette matrice DS100 par exemple, avec ses cross-points, elle permet d'avoir, sur chacune des sorties de la matrice, on peut avoir un mélange de niveaux et de délais différents sur chaque sortie. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait faire en termes de calage en utilisant les DSP internes aux amplificateurs, puisqu'on va pouvoir faire des mélanges complexes. Par exemple, si on prend un front fil ici, va recevoir un mélange par exemple de 3 bus qui viennent de la console, qui sont le bus gauche, le bus droite et le bus sub. Ces 3 bus-là, on va les router typiquement directement dans les enceintes gauche, droite et sub, si c'est un sub central par exemple. Et du coup, cette enceinte de front fil, elle va pouvoir recevoir un mélange de ces 3 sources, et on va pouvoir avoir un mélange différent en termes de niveau, mais aussi en termes de délai d'alignement. En fonction de chacune des sorties va pouvoir avoir un mélange différent. Par exemple, le mélange qu'il va y avoir à cette position-là ne sera pas le même que le mélange qui sera à une deuxième position d'écoute. Et du coup, ça permet de conserver un alignement temporel de la diffusion, quel que soit différent sur chaque front de fil. Ça permet d'éviter, ça la fonction principale de cet alignement temporel, à quoi ça sert d'aligner tous ces fronts d'onde, c'est pour éviter ce qu'on appelle un filtre en peigne, c'est-à-dire que la réponse en fréquence soit colorée par des interactions, si ce n'était pas le cas, si ce n'était pas aligné temporellement. Donc ça, c'est intéressant de faire ça avec une matrice, mais le problème, c'est que c'est très long à paramétrer, puisqu'on va passer beaucoup de temps à caler tous ces différents délais sur chacun des points. Donc la matrice, elle a un premier mode, ce qu'on appelle enseigne, c'est un logiciel en fait qui fonctionne en mode objet, où là, dans ces cas-là, les entrées de la matrice sont considérées comme des objets positionnés dans l'espace. Une première application qui peut simplifier et accélérer le calage de la diffusion sonore, c'est par exemple de placer 2 objets left et right et de laisser la matrice gérer tous les niveaux et les délais sur chacun des haut-parleurs. Donc ça permet déjà, en positionnant 2 objets, en fait, la matrice connaît la position des objets, elle connaît la position de tous les haut-parleurs, et elle va s'occuper de la partie de calcul, de niveau et de délai, pour reproduire un signal cohérent sur l'ensemble de la diffusion.
Donc ça a déjà un intérêt, mais on n'est pas encore à l'étape du tracking, parce qu'on peut aller encore plus loin qu'utiliser. On sait que la stéréo, ça donne un effet de power alley, il y a un sweet spot qui est limité dans la salle où ça fonctionne bien. Et il y a un autre, donc pour aller un cran plus loin, on va passer à ce qu'on appelle du mixage objet. Ah oui, pardon, j'avais prévu cette... On peut même imaginer que ça soit une diff complexe, par exemple avec du rappel, ici. Pour aller un petit peu plus loin, donc on va passer en mixage objet. Qu'est-ce que ça veut dire en mix objet? Ça veut dire que cette fois-ci, chaque son, chaque direct out de la console, concrètement, sera envoyé comme une entrée et un objet dans la matrice. Et dans ces cas-là, le calcul va pouvoir se faire pour chaque objet. Donc ça va permettre d'avoir un mélange comme ça de niveau et de délai qui va être adapté, mais pour chaque source sonore, et qui va envoyer automatiquement un signal différent dans chacune des enceintes du dispositif. Là, c'est un premier exemple. On va pouvoir paramétrer ça avec, il y a 3 variantes de l'algorithme. On peut utiliser le mode délai mode off. Dans ces cas-là, on utilise juste l'intensité. Donc vous voyez, plus c'est rouge, plus c'est fort. Quand c'est blanc, il y a moins de niveaux. Et la matrice, déjà, peut répartir les niveaux de manière à donner une localisation de l'objet la plus proche de la position qu'on lui a donnée sur scène, par exemple. Le problème de ça, c'est qu'en fait, ça génère une onde. Donc temporellement, qu'est-ce qui se passe? Tout ce système-là génère une onde qui suit en fait la courbure physique des haut-parleurs. Il y a plusieurs inconvénients à ça, c'est qu'il pourrait y avoir des endroits où il y aurait du filtre en peigne. Et l'autre inconvénient, c'est en termes de spatialisation et de localisation de l'objet. En fait, du fait de l'effet de précédence, l'effet de précédence, c'est ce qui fait qu'on localise un son en fonction du premier front d'onde qui arrive aux oreilles. C'est-à-dire que le premier son qui arrive, si plusieurs enceintes, là, toutes les enceintes diffusent le même objet, donc le même son, s'il y a plusieurs enceintes qui diffusent le même son, on va localiser le son comme venant de l'enceinte qui est la plus proche de nous. Donc cet auditeur-là, par exemple, l'enceinte la plus proche de lui, c'est celle-ci, donc il n'y a pas de problème, ça reste cohérent par rapport à la position de l'objet. Mais le problème, c'est que celui qui est là-bas, par exemple, a peut-être moins de niveau, mais vous voyez que pour l'équivalence temporelle en fait, de l'effet de précédence, c'est 1,5 millisecondes, ça va combattre 18 dB de différence de niveau. Donc en réalité, même avec un peu moins de niveau, quelqu'un qui est là pourra potentiellement entendre le son venant de l'enceinte qui est devant lui, et du coup, ça devient incohérent par rapport à la position de l'objet. Donc l'idée, c'est d'utiliser autre chose dans la matrice. On va rajouter le paramètre de délai. Et en ajoutant le délai, puisque si on regarde comment rayonne l'objet, naturellement, le front d'onde d'un objet acoustique, sans sonorisation, ça rayonnerait d'une manière sphérique, comme ça, dans la pièce. Donc l'idée, c'est qu'on reprend cette position sphérique, c'est ça qui donne l'effet de précédence. Du coup, il y a une différence de marche supérieure pour celui qui est en haut, par exemple, ce qui fait qu'il entend toujours l'objet à sa position. Ça, c'est en acoustique naturelle. Si on rajoute un système de diffusion là-dessus, on voit bien qu'on va pouvoir trouver une solution. Si j'enlève l'animation parce que ça fait un peu mal à la tête, là j'ai représenté en rouge les différents fronts d'onde, c'est-à-dire des zones qui sont isophases avec le même temps d'arrivée temporellement. Et en fait, l'idée elle est assez simple, c'est qu'on va appliquer des délais sur les enceintes qui sont les plus lointaines de manière à garder cet effet de précédence. Donc on va appliquer différents délais sur chacune des sorties, de manière à conserver toujours un front d'onde qui va être cohérent, sphérique, comme ça, cohérent avec celui de l'objet et qui va permettre de conserver une localisation partout. Si on regarde ce qui se passe ici maintenant, en termes d'effet de précédence, quel que soit un auditeur placé ici, là ou là, va continuer de percevoir l'objet à cet endroit-là. On peut même aller encore plus loin et on peut calculer le délai à partir de la position de l'objet. Et par exemple, c'est ce qu'on appelle le mode délai mode full. Et dans ces cas-là, le front d'onde devient même cohérent avec la source si elle génère elle-même un niveau acoustique, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce calage de diffusion, en fait, il est calculé en temps réel par le DSP. Il fait ça en moins de 2 millisecondes de temps de calcul. Et du coup, si l'objet se déplace, ça va permettre d'agir. Chaque objet va avoir un calage différent. Et si un objet se déplace, on va pouvoir modifier ces calages de DSP pour conserver cela, quelle que soit sa position. Par exemple, si je prends une deuxième position ici, ça va recalculer les délais de manière à ce que ça reste cohérent sur l'ensemble de la diffusion. D'où le lien avec le tracking, puisque là, si on a la possibilité de suivre l'objet en temps réel, les calculs vont être effectués par le DSP en fonction de sa position. Comment est-ce que ça se pilote? On va parler un petit peu des protocoles. On utilise l'OSC. Il y a différents protocoles qui permettent de piloter la matrice à distance et de récupérer, de partager ces informations de position. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est le côté multidisciplinaire. En fait, on est à plusieurs à retrouver un intérêt dans la spatialisation, dans la localisation et le tracking. Pardon. Bon, Vincent, ça te fait bien rire tout ça, parce qu'en lumière, le tracking, ça existe depuis longtemps, ça s'appelle un poursuiteur. Ça s'appelle un poursuiteur, exactement. Le tracking manuel, comme le disait Paul tout à l'heure, existe déjà depuis un moment avec des poursuites dites classiques.
qui fonctionnent côte à côte depuis des années avec des projecteurs motorisés, des lyres motorisés que nous, on fabrique depuis un moment. Et on a du coup développé il y a quelques années un système de tracking manuel également, comme le disait Paul, qui s'appelle le RoboSpot et qui consiste à faire de la poursuite en utilisant nos projecteurs motorisés, mais ceux de manière déportée, on va dire, avec un système RoboSpot qui est basé donc sur la vision. On utilise des caméras pour ça, des caméras vidéo standards, qu'on équipe soit sur des projecteurs dédiés, donc en fait on a des variantes de nos projecteurs motorisés équipés de ces caméras-là, déjà montées sur le nez de l'appareil. Et on utilise également des caméras sur lyre qu'on a développées, qui nous permettent d'utiliser des projecteurs que des prestataires peuvent déjà avoir en parc, qui ne sont pas équipés de caméras, pour être compatibles avec le RoboSpot. Donc, pour parler un petit peu de protocole, le RoboSpot est en réalité plus ou moins un node ArtNet, donc de DMX sur réseau, légèrement modifié. Il accepte de l'ArtNet depuis une console lumière et va générer son propre signal DMX, sa propre ligne DMX pour piloter des projecteurs. Donc c'est un système de tracking manuel qui peut s'interfacer avec d'autres systèmes de spatialisation comme de l'audio en utilisant le PosiStageNet. C'est un protocole qui permet sur du réseau IP d'envoyer des informations de tracking, donc de positionner un objet, de transmettre la position d'un objet en X, Y et Z, ainsi que sa vitesse, son orientation, sa vélocité sur le réseau. Mais cette donnée peut être exploitée par différents périphériques, que ce soit en audio, en vidéo, comme on verra tout à l'heure, sur le réseau. Et on va dire que le RoboSpot génère donc, comme je disais, sa propre ligne DMX pour piloter de son côté des projecteurs motorisés. Projecteurs motorisés, comme je disais, équipés de caméras vidéo qui renvoient leur flux vidéo sur IP, ou avec la motion camera qui, elle, est pilotée également en DMX. Et donc là, sur ce système-là, on se rend compte qu'on a deux projecteurs donc, qui disposent chacun, enfin deux appareils, on va dire, qui disposent chacun d'un pan et d'un tilt, et il va falloir les faire travailler ensemble. En fait, l'une des spécificités du tracking via le système RoboSpot est qu'on peut orienter vers un seul point plusieurs appareils, plusieurs lyres, ce qui va faciliter le travail, comme on le verra tout à l'heure, sur plusieurs angles. Et donc, pour les faire travailler ensemble, ces projecteurs-là, on a développé, nous, de notre côté, un algorithme qui permet de calibrer, en utilisant plusieurs points sur le sol, tous nos projecteurs pour qu'ils puissent travailler, comme je disais, sur le même point. Donc l'idée, c'est de prendre une surface, une scène, et de déterminer une zone de travail dessus. Et dans cette zone de travail, on va déterminer plusieurs points de manière assez arbitraire. Il faut juste que ces points soient suffisamment éloignés, que ce soit en largeur et en profondeur sur notre scène. Et on va orienter tous nos projecteurs dessus, sur le premier point, en tout cas. Et sur ce point-là, du coup, le système va enregistrer la valeur de pan et de tilt de chacun des projecteurs orientés sur ce point-là. On va répéter le travail plusieurs fois, 2 étant le minimum, et on peut aller jusqu'à 5 points. Et à partir des données qu'on a récoltées, donc des données de pan tilt pour chaque point, on va travailler sur un principe un peu comme une résolution d'équation. En fait, on va résoudre une équation avec les inconnus étant le décalage dans l'espace de chacun de nos projecteurs. On va déterminer un projecteur maître, un projecteur principal, et notre système va être capable de calculer dans un espace 3D le décalage entre tous nos projecteurs. On va être capable de dire que tel projecteur est décalé de telle distance et à telle orientation par rapport à notre projecteur principal. Et une fois ce calcul fait, on va être capable du coup d'orienter tous ces projecteurs vers le même point. Et donc là, on voit une petite vidéo d'un système calibré. Donc là, on voit que plusieurs lyres réagissent exactement sur le même point, sur une surface scénique. Et ensuite, après, avec tout un tas de calculs, on arrive aussi à travailler sur l'élévation,
sur différents axes. Alors si j'ai bien compris, pour revenir sur les histoires de protocoles, en fait, à partir de ton système, tu peux aussi envoyer des données qui permettent de commander les autres paramètres, les autres éléments de la scène, on va dire. Exactement. En fait, sur le RoboSpot, via le logiciel embarqué, on va être capable de positionner dans un espace un artiste. Donc on va pouvoir être capable de savoir, nous, dans notre système 3D, d'avoir une position X, Y et Z de notre artiste. Et ça va être envoyé via le PosiStageNet. Donc c'est un protocole réseau. Donc on va pouvoir envoyer sur le réseau une valeur en disant je suis en train de traquer un artiste qui est à telle position X, Y et Z. Et ces valeurs-là peuvent être ensuite décodées par tous les appareils du réseau étant compatibles PosiStageNet et l'exploiter par la suite. Paul, j'imagine que ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que toi, ton système de détection de position va devoir, via des protocoles, commander des machines, des paramètres. Comment ça se passe ? Complètement, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a quand même des normes justement qui sont un peu en train de se dessiner en fonction justement des métiers, lumière, son, vidéo. Pour la lumière, c'est exactement ça, c'est du PosiStageNet. Tous les protocoles, en fait, c'est des protocoles réseau. C'est-à-dire que, voilà, concrètement, en fait, c'est qu'on branche un RJ entre une console lumière, notre outil et une console son, par exemple, ou un processeur son. Et donc aujourd'hui, ce qui se dessine, c'est pour la lumière, la plupart des consoles comme Grandma, Cam6 intègrent en fait le PosiStageNet et donc à partir de positions reçues sont capables de faire de l'orientation de projecteurs, de pouvoir utiliser le pupitreur est capable d'utiliser ces positions dans son show. Ensuite pour le son, par exemple, avec l'outil Soundscape. Donc c'est un outil avec lequel on va discuter, lui on va le commander grâce au tracking en OSC, qui est un autre protocole réseau. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Oui, pourquoi pas. Alors l'OSC, c'est un protocole open source, que je peux dire. C'est la vocation, pourquoi ça a été créé, c'est exactement la même vocation que le MIDI dans les années 80, sauf que c'est une remise au goût du jour, on peut dire. Le MIDI, c'était fait pour faire communiquer des appareils de production musicale, des logiciels de MAO et des synthétiseurs, des instruments de musique. Ça utilisait une liaison série spécialisée, un peu comme le DMX, hein, c'est les mêmes générations technologiques, donc avec un bas débit et des contraintes sur les longueurs, etc. L'évolution avec l'OSC, c'est que ça utilise le réseau Ethernet, c'est des messages UDP qui sont véhiculés sur un réseau Ethernet, donc du coup on peut passer sur une infrastructure réseau standard, du Wi-Fi, etc. Et puis il y a des débits beaucoup plus importants. OSC, au départ, ça veut dire Open Sound Control, donc c'est un protocole open source qui était pensé au départ pour la production sonore. Et c'est vrai que depuis, on voit que comme il est open source et il est assez simple à implémenter, en réalité, on voit que c'est un bon candidat pour réussir à faire causer plusieurs types d'appareils, plusieurs types de machines entre elles, et que c'est de plus en plus utilisé aussi dans la lumière des consoles de son. Je crois que les grands MA2, par exemple, dans le nouveau logiciel, devraient parler directement en OSC. Et puis les logiciels de vidéo, par exemple Resolume ou des logiciels comme ça, qui interprètent aussi l'OSC et qui permettent du coup de partager tout un tas d'interfaces aussi, puisqu'il y a aussi des capteurs, des contrôleurs qui fonctionnent en OSC et évidemment les systèmes de tracking aussi qui ne sont jamais qu'une interface qui va piloter les autres logiciels ou appareils. Tu voulais nous montrer une autre vidéo sur du tracking. Oui, parce que du coup, on a parlé de lumière, on a parlé de son, mais du coup, comme je disais au tout début, en fait, le tracking, il peut servir vraiment à tous les métiers. Donc là, par exemple, le tracking est utilisé, donc c'est vraiment le mouvement, la position du performeur sur scène qui est utilisé pour faire de l'interaction avec de la vidéo. Et donc on voit que en fait, c'est à partir du déplacement du performeur sur scène qu'on va créer des effets. Et donc il y a évidemment la vidéo, donc pas que ce soit de la projection ou avec des écrans. Il y a aussi tout ce qui concerne la captation vidéo, c'est-à-dire qu'on peut utiliser le tracking pour orienter une caméra tourelle sur un tournage, sur cette conférence par exemple, on pourrait le faire, pour nous suivre en fonction des positions d'objets ou d'humains. Et puis en fait, on peut vraiment tout imaginer, c'est vraiment un outil scénographique, on pourrait l'utiliser aussi
avec de la machinerie par exemple, où on a des objets suspendus, motorisés, en fonction d'un déplacement. On l'a déjà vu sur certains spectacles, en fonction de déplacement, les objets se surélèvent, etc. Et donc voilà, et l'idée, donc, comme on parlait des protocoles, c'est qu'aujourd'hui on peut facilement en fait discuter avec tout le monde. Nous par exemple on l'a déjà fait sur une démo où on discutait au son, à la lumière, à la vidéo en même temps avec notre seul outil de tracking. On parle de tracking, c'est très très intéressant, mais à chaque fois on a l'impression qu'il faut rajouter tout un tas de machines, tout un tas de compétences, tout un tas d'équipements. On va donc parler de l'aspect économique de tout ça. Donc une question un petit peu, je titille un petit peu Vincent. Est-ce que le RoboSpot, c'est pas une façon de se passer des poursuiteurs? Alors, ça pourrait être perçu comme ça, mais c'est un système de poursuite déportée. C'est-à-dire qu'on ne va pas réellement se passer d'un poursuiteur, on va juste déplacer le poursuiteur sur une autre station de travail, le séparer des projecteurs. Donc il est toujours là. La différence, c'est qu'il va pouvoir piloter plusieurs projecteurs, il va pouvoir piloter plusieurs points lumineux, plusieurs sources. Mais il restera toujours, en tout cas avec notre système, un poursuiteur pour un artiste. Peu importe après le nombre de projecteurs dirigés sur cet artiste, il y aura toujours cette relation d'un poursuiteur qui vise un artiste. Mathieu, on a vu ton système, au lieu d'avoir 2 enceintes, maintenant il faut en installer 35. Quel sens ça a économiquement? Comment ça se justifie tout ça? Non, il n'y a pas forcément besoin d'installer 35 enceintes, mais c'est surtout des outils qui permettent de gagner du temps, en fait. Hein. Comme je l'ai dit, que ce soit qu'on l'utilise en statique ou en dynamique, si ça permet de gagner du temps sur le terrain, et à partir du moment où il y a des... Moi, ce que je vois beaucoup dans les évolutions, notamment des systèmes de tracking, en fait, c'est les temps de mise en route pour être opérationnel, les temps la complexité du paramétrage de tout ça, du calibrage. Moi, je trouve qu'il y a énormément de progrès là-dessus. Et du coup, ce qu'on voit, c'est que, vu que ça prend de moins en moins de temps, en réalité, il ne faut pas oublier qu'en spectacle, ce qui coûte le plus cher, c'est le temps, en fait, hein, et c'est les ressources humaines qui travaillent pendant ce temps-là, et que c'est beaucoup, beaucoup plus cher et beaucoup plus impactant, en fait. Et si on peut gagner du temps et pas prendre, par exemple, un jour de pré-montage, une salle de 2 jours de suite pour pouvoir installer un système, en fait, c'est pas si évident qu'économiquement, ça soit plus cher. Pour une start-up comme la tienne, quels sont les types de situations dans lesquelles des personnes s'intéressent à ta solution? Est-ce que c'est les jeunes artistes? Est-ce que c'est les artistes installés? Est-ce que c'est les nouveaux projets innovants? Comment ça se passe? Comment tu perçois le marché? Je pense qu'aujourd'hui, on discute à peu près avec tout le monde. On n'a pas vraiment des spécificités d'acteurs avec qui on va plus discuter d'autres. Moi, je rebondis sur ce que disait Mathieu. Effectivement, nous, par exemple, quand on a une compagnie de danse, qu'on veut utiliser du tracking pour faire des interactions, des effets. Aujourd'hui, ça paraît impossible sur une tournée d'avoir 20 poursuiteurs, par exemple, sur toute cette tournée-là. Et donc, en fait, c'est du coup le scénographe, celui qui va designer le show, qui va le penser artistiquement, il est bridé, en fait. Voilà. Donc, en fait, c'est avant tout le tracking, c'est effectivement un outil en plus scénographique qui permet de faire des choses qu'on ne peut pas mettre en place avant économiquement. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et puis après, comme disait Mathieu, c'est vraiment aussi un gain de productivité. C'est qu'on a aujourd'hui notre solution, par exemple, on l'installe en très très peu de temps. Et donc, on a tout de suite un système qui permet de faire la localisation de sources multiples très rapidement. Et donc, on gagne vraiment aujourd'hui du temps sur la mise en place. Et en termes de compétences pour exploiter ces nouveaux systèmes de tracking, est-ce que ça fait appel à des nouvelles compétences? Est-ce qu'il faut créer des nouveaux métiers? Ou est-ce qu'un technicien habitué à manipuler un pupitre lumière ou un pupitre son peut se débrouiller avec tout ça? C'est relativement très simple à mettre en place. Et finalement, l'étape de calibration, par exemple, de notre outil, c'est mettre, et puis c'est un peu de la même manière que votre outil chez Robé, c'est de faire le lien entre l'espace numérique, on va dire, et l'espace réel. Et donc c'est juste à poser 5 ou 6 points sur une image. Et c'est ça qu'apporte aussi la vision et qui est intéressant, c'est que du coup il n'y a pas besoin de compétences
particulière d'heures et d'heures de formation pour utiliser ce type d'outil. Il faut néanmoins, je pense, être assez aguerri sur les sujets en fait, de réseau, puisqu'en fait, tous les outils, tous les métiers, du coup, avec ces outils, discutent en réseau. Et donc, il faut avoir quand même des compétences là-dessus pour connaître les protocoles, pouvoir arriver à faire discuter les machines, etc. Peut-être que finalement, ça pourrait être, voilà, sur des spectacles complexes, peut-être qu'il y aura besoin d'un technicien qui va gérer le tracking et pour qu'il puisse y avoir quelqu'un aussi qui soit référent de ces systèmes-là et qui va pouvoir discuter avec les personnes au son, avec la lumière, avec la vidéo. Même si on utilise le tracking pour uniquement de la lumière, uniquement du son, là, ça peut être effectivement le technicien, le caleur système, le pupitreur qui peut s'occuper de cet outil-là. Pour la poursuite, dans ton cas, le RoboSpot, est-ce que tu as, d'après ce que tu en sais, ce sont les pupitreurs historiques qu'on voyait sur les passerelles, etc., qui peuvent transposer leurs compétences sur le RoboSpot, ou est-ce que c'est d'autres profils de techniciens ? Je dirais que dans ce qui se met en place en ce moment, j'ai un peu des deux, principalement des poursuiteurs qui ont l'habitude de faire de la poursuite classique, de la poursuite traditionnelle, qui se mettent petit à petit au système RoboSpot, avec une petite courbe d'adaptation forcément. Il y a des petites choses à prendre en compte, notamment le fait d'être sur un système déporté. On n'est plus en contact direct avec le projecteur, avec la source, donc on a forcément une latence, même si elle est très faible, elle est toujours là, donc il y a un peu d'adaptation. Au niveau de l'accélération des projecteurs aussi, il y a un peu de travail là-dessus. Mais généralement, c'est une question de quelques répétitions pour qu'ils s'y mettent, donc c'est principalement ce que je vois. Et il y a aussi beaucoup de techniciens réseau. Comme le disait Paul à juste titre, il y a énormément de réseaux sur ces systèmes-là, en tout cas de plus en plus. Et généralement, je vois aussi beaucoup de techniciens réseau du coup, qui s'occupent de l'installation et de la mise en place d'un réseau sur une scène, sur un spectacle, et qui, pendant la représentation, où le réseau est déjà calé, se mettent sur le RoboSpot aussi. C'est quelque chose que j'ai déjà vu quelques fois aussi. Mathieu, en termes de profil que tu peux rencontrer, un petit peu même question, est-ce que dans les personnes qui s'intéressent à des solutions type DS100, est-ce que c'est plus des artistes ingé-son, des ingé-son artistes, ou des ingé-son tout court, des artistes tout court ? Qu'est-ce que tu vois dans les personnes qui s'intéressent à ces nouvelles solutions ? Je pense que c'est principalement les artistes qui l'amènent à partir du moment où ils ont compris un petit peu, qui se sont accaparés un peu la technologie. C'est eux qui sont les meilleurs après pour imaginer en fait un intérêt derrière tout ça, parce que si on dans les questions de coût, en fait, c'est sûr que cette convergence, je pense que ça rejoint un petit peu d'ailleurs la conférence qu'il y avait juste avant sur les réseaux, parce qu'effectivement, c'est interdisciplinaire. Et je pense que dans les questions du coût, notamment d'un système, c'est sûr que si on pense à un système de tracking pour la lumière, un système de tracking pour le son, un système de tracking pour la vidéo, que ce soit au niveau du matériel ou des ressources humaines pour le déployer, ça correspond à quelque chose qui est déraisonnable. Alors si on arrive à faire converger et à mutualiser les ressources et avoir un système de tracking qui va pouvoir être utilisé pour plusieurs disciplines, je pense que déjà ça aide beaucoup. Et ça permet surtout d'avoir un propos qui est cohérent en fait. C'est-à-dire que là, dans ces cas-là, l'artiste peut l'utiliser vraiment dans sa mise en scène, et on peut avoir une mise en scène qui joue dans l'espace, par exemple, en faisant des moments où c'est concentré dans un endroit, des moments où ça peut être très large. Enfin, on peut vraiment jouer de ce paramètre-là, et ce paramètre, tout converge dans le même sens, et donc c'est un véhicule d'émotion qui est plus fort, je pense, d'avoir une convergence comme ça, vidéo, son, lumière. Et du coup, évidemment, l'intérêt de l'artiste, il est là, c'est de l'utiliser après dans l'écriture et pour réussir à véhiculer ses émotions. Moi, je trouve qu'il y a un des côtés enthousiasmants dans tout ça, c'est que ça a beau être pointu, très technique, hein, quand on voit tous les algorithmes, l'intelligence artificielle, enfin, voilà, tout ce dont on a parlé derrière toutes ces techniques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça vient asservir la technique automatiquement à l'humain, et du coup, ça lui donne aussi, alors que c'est vraiment de la haute voltige numérique, ça lui donne un côté analogique. On retrouve un truc qui vibre et qui évite d'avoir un show calé au timecode où l'artiste
l'artiste ou l'acteur se place sur des petites croix placées au sol parce qu'il doit être pile à un moment, à cet endroit-là, sous un projecteur. Voilà, ça permet de redonner un petit peu de la liberté et du vivant. Et je trouve que ça, c'est assez enthousiasmant aussi pour l'expérience de l'artiste et comment il peut l'utiliser. Et évidemment pour le public aussi, puisque ça permet aussi, du coup, je pense que dans les évolutions, et notamment des techniques beaconless, sans avoir besoin d'équiper les personnes qu'on tag, comme celle de NowStage, ça laisse aussi l'ouverture vers de l'interactivité avec le public, d'avoir plus de choses un spectacle dynamique d'une autre manière. Et ça, c'est sans doute aussi très intéressant pour le futur. Et je pense que après, c'est évidemment aux artistes à imaginer ce qu'ils vont pouvoir faire avec tout ça. Alors si on parle de futur, Vincent, comment tu vois, toi, l'avenir du tracking? Comment tu l'imagines? Je pense que c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus commun, en tout cas pour la lumière, ne serait-ce que pour la poursuite, ça va être quelque chose qui va se démocratiser de plus en plus, ne serait-ce que pour l'amélioration de conditions de travail des poursuiteurs, c'est déjà un point assez intéressant et assez important. Mais il va y avoir aussi la possibilité avec les systèmes de tracking en lumière, la possibilité de solutionner quelques problématiques. Je vais citer par exemple une problématique qu'on a eue il n'y a pas si longtemps que ça avec le cirque Grus. Du coup, c'est un cirque, donc on a le public qui est à 360 autour de la scène, on n'est pas sur une situation frontale. Et donc il y a un besoin d'éclairer un artiste de par les 4 angles, on va dire, où il y a l'accroche des projecteurs. C'est quelque chose qui était fait avec 4 poursuiteurs qui étaient en haut des mâts il n'y a pas si longtemps que ça. Et le fait d'utiliser un système RoboSpot sur ce cas-là, ils ont eu la possibilité de garder le même nombre de poursuiteurs, mais de démultiplier le nombre d'artistes qui pouvaient suivre en simultané et de le faire à 360 degrés. Un autre exemple que je pourrais aussi citer sur le début de leur tournée, c'était Indochine, il y a quelques temps de ça, sur leur dernière tournée. De par leur scéno, il y avait tout un plafond de murs vidéo en fait, qui était au-dessus du public. Et donc dans une configuration, on va dire standard, où on a une scène, un public et les poursuiteurs qui sont à l'arrière généralement, on a des faisceaux qui vont traverser au-dessus du public pour venir éclairer les artistes. Et là, ça posait souci justement, puisque du coup, lorsque le public regardait en l'air voir tout le contenu vidéo qui était présenté au-dessus d'eux, il y avait des faisceaux qui traversaient, du coup des faisceaux de poursuite. Et là, le fait d'utiliser des projecteurs motorisés à des angles complètement différents de là où on aurait pu mettre une poursuite, que ce soit en latéral, que ce soit en face, intégré derrière des dalles vidéo, et tout ça piloté avec des systèmes de poursuite déportés, ça a solutionné aussi pas mal de problématiques dans ce sens-là. Paul, toi qui as une vision transversale de tout ça, puisque tu es en amont de ce tracking, comment tu vois le tracking demain? Je pense qu'effectivement, ça va être un outil qui va être de plus en plus utilisé. Et puis, parce que je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'interaction, de temps réel. Je pense que c'est un outil qui va permettre quand même de libérer justement ce qui se passe sur scène, libérer le performeur, l'artiste, et même pour de l'événementiel. C'est quelque chose qui peut être très intéressant. Et donc, je pense que c'est des outils qui vont se démocratiser partout, pour tous les métiers, puisque, comme on l'a vu, il y a quand même des applications concrètes à tous les métiers. Donc, c'est vraiment un outil, comme tu le disais, transversal. Je pense qu'après, avec les technologies qui sont utilisées, on pourra même encore aller plus loin. Aujourd'hui, on ne fait que de la position 3D d'humain sur scène, mais on pourrait même aller jusqu'à récupérer numériquement le squelette d'une personne, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, qu'on pourra faire et qu'on voit dans d'autres domaines d'activité que la scène. On peut récupérer les squelettes pour déclencher un effet si un artiste met le poing en l'air, écarte les bras, etc. On pourra peut-être à terme réussir à suivre une main, la main, un pied de quelqu'un. Et donc voilà, il y a tout ce qui est aussi réalité virtuelle. Aujourd'hui, le tracking c'est des outils indispensables pour faire la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Et donc voilà,
pense que ça va être, c'est quelque chose qui demande à être creusé. Et je pense qu'il peut y avoir des belles évolutions avec ces outils. Parfait comme conclusion. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté l'invitation, d'être venus sur ces JTS en ligne. Et merci à vous qui nous avez suivis. Rendez-vous pour les autres conférences, tables rondes, masterclass de ce programme. À bientôt.